Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat, en partenariat avec France Culture et le Centre national du livre. Nous sommes de retour dans ce lieu magnifique, la bibliothèque Médicis du Sénat. Et chaque mois, on va vous faire vivre des idées qui sont portées par des livres. Aujourd'hui, nous allons évoquer un mot qui est pratiquement chaque jour dans l'actualité. Ce mot, c'est le mot de populisme. Et si je devais résumer en 2 phrases l'histoire de ce mot, je vous dirais qu'au début, il s'agissait d'une insulte, et puis progressivement, ce terme, il a été assumé par des femmes et des hommes politiques. Et aujourd'hui, c'est une figure qu'on connaît, le retournement du stigmate. Le populisme est de plus en plus à la mode, à l'étranger, mais aussi peut-être en France. Alors, pour évoquer ce terme, le populisme, nous avons réuni 3 auteurs que je vais vous présenter immédiatement. Ariane Chemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et on vous doit les révélations sur une affaire qui a fait trembler la République. Cette affaire, c'est l'affaire Benalla. Aujourd'hui, vous racontez les dessous de cette histoire dans une bande dessinée, Benalla et moi. Elle est coécrite avec François Krug et illustrée par Julien Solé. Alexandre Devecchio, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez publié un livre où vous défendez le populisme, ce qui est plutôt rare. Ce livre, c'est Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du Cerf. Et enfin, Pierre Rosanvallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur au Collège de France. On vous doit une 30aine d'ouvrages sur la démocratie. Votre dernier ouvrage, Le siècle du populisme, histoire, théorie et critique, est publié aux éditions du Seuil. Vous tentez précisément de faire une définition et une histoire de ce terme. Il est né quand, ce terme, Pierre Rosanvallon ? Il faut distinguer une histoire que l'on pourrait dire philologique et une histoire politique. L'histoire philologique, c'est qu'était publié en France en 1929 un manifeste populiste. Mais ce manifeste populiste désignait par ce terme un terme de littérature. Il s'agissait de défendre une littérature qui s'intéressait à la société et qui ne s'intéressait pas simplement, je dirais, aux classes distinguées. En quelque sorte, c'était un manifeste anti-Proust. Mais évidemment, assez vite, c'était oublié, même s'il y a eu un prix populiste qui continue à exister aujourd'hui, et que le premier titulaire... On va voir qui pourrait l'avoir aujourd'hui, d'ailleurs. Le premier titulaire de ce prix populiste, c'était Eugène Dabitte, Hôtel du Nord, et appartenait à ce mouvement quelqu'un comme Marcel Pagnol, à l'époque. Oui, donc on est très loin du sens actuel. Voilà, et le sens actuel, qui est le sens politique, ça a été d'abord employé à partir des années 70, en fait, pour désigner un certain nombre de régimes latino-américain. Le mot populiste est devenu commun dans notre langue pour désigner le péronisme argentin. Et puis aujourd'hui, il a trouvé une nouvelle actualité, d'abord parce que les régimes latino-américains sont développés, mais aussi parce que tout un ensemble de régimes se sont développés en Europe, en Asie et maintenant même en Amérique du Nord, pour lesquels on a employé ce qualificatif. Ariane Chemin, vous qui êtes journaliste politique, vous l'avez vu naître, ce phénomène dans la vie politique contemporaine. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Jamais j'aurais pu imaginer, je pense, il y a 20 ans, que voilà, je me trouverais à côté de quelqu'un qui fait l'éloge du populisme. Je le dis. Il va dire. C'est un peu manichéen, même. Pas plus que Pierre Rosanvallon en fait une charge. J'essaie de comprendre le phénomène. Non, mais c'est vrai que c'était pas ce n'est pas un éloge de populisme. C'était pas un mot qu'on voyait apparaître dans la vie politique française. Là, on l'a vu effectivement avec Bolsonaro, Salvini. J'étais en République tchèque il n'y a pas longtemps, donc on voit ce que c'est que le populisme. Mais on l'a vu aussi apparaître, effectivement. D'abord, peut-être à travers des mots, cette façon de dire les gens. Par exemple, et puis aussi de manière parallèle avec, c'est pas la même chose, mais j'avais été frappée déjà depuis 2-3 ans, cette façon qu'avaient les politiques de discréditer l'esprit des Lumières, par exemple. Et ça a correspondu... Vous l'avez vu naître chez qui, par exemple, ça ? C'était quelque chose qui revenait à la fois chez des intellectuels, mais aussi dans des discours politiques. Voilà. Et donc, le populisme, en fait, pour moi, il s'est incarné vraiment lors de la dernière présidentielle, quand on a commencé à critiquer la presse, là, de manière assez universelle, que ce soit François Fillon,
Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui pour le coup, c'est très concret. Et quand effectivement Emmanuel Macron a dit, cette presse qui ne dit pas la vérité, juste après l'affaire Benalla, c'est la première fois qu'il s'attaquait à la presse. Et là, il s'attaquait à Ariane Chemin d'ailleurs. Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, vous étiez un peu petit air de visé, populisme, et c'est la première fois que je le sentais comme ça. Alexandre Devecchio, alors effectivement, défendez-vous, vous n'avez pas fait une éloge du populisme. En revanche, vous avez dit que ce populisme était effectivement à porter au crédit, une manière de redonner le pouvoir au peuple. J'essaie de m'intéresser au populisme comme symptôme. Je trouve que c'est plus intéressant de comprendre pourquoi les peuples occidentaux, tout d'un coup, se tournent vers ces nouvelles formes politiques que de les diaboliser, puisque le populisme, parfois, dans le discours médiatique, est synonyme des années 30, des heures les plus sombres. Je pense que c'est une comparaison qui ne tient pas, parce que je crois que c'est un phénomène inédit, contemporain, lié à la globalisation. Je pense qu'il y a une ère qui se referme en 89 avec l'ouverture de chute du mur de Berlin, où l'idéologie dominante, c'était celle de la mondialisation heureuse. On a expliqué aux classes populaires qu'elles allaient y gagner, qu'elles allaient être plus prospères sur le plan économique, que sur le plan culturel, le vivre ensemble planétaire allait bien se passer. Voilà, 30 ans après, ces classes populaires font le bilan, elles se rendent compte qu'elles sont paupérisées sur le plan économique, elles ont un sentiment d'insécurité culturelle, l'immigration de masse, c'est pas si bien passé que ça, il y a des phénomènes comme l'islamisme, donc il y a des phénomènes d'insécurité physique, mais aussi du sentiment de dépossession d'une culture et d'une histoire. Et il y a aussi un sentiment de moins de démocratie, puisque le pouvoir s'est éloigné, il y a de plus en plus d'institutions supranationales. Et donc, je crois que le populisme répond à ces trois sentiments de dépossession qu'éprouvent les classes moyennes et populaires. Pierre Rosanvallon, là-dessus, vous pouvez être d'accord, vous considérez que le populisme, c'est une réaction à la sensation qu'on a moins de pouvoir? Non, justement pas. Je pense que le populisme est le symptôme de quelque chose. Vous avez employé les termes de désenchantement démocratique, les termes de dépossession, les termes de peur. Je crois que ces termes décrivent effectivement les sentiments d'une partie non négligeable de la population. Et que ces sentiments ont été en quelque sorte récupérés, catalysés par un certain nombre de partis que maintenant on appelle des partis populistes. Mais il ne faut pas simplement comprendre le populisme comme, me semble-t-il, en tout cas, comme une réaction et comme un symptôme. Le populisme, il est aussi une proposition. Le populisme, il est aussi une vision de la société. Si le populisme, si on veut comprendre, je dirais, les transformations électorales dans nos pays, en Europe même, pour ne parler que de l'Europe. Bien sûr, on peut dire que s'il y a une montée en puissance du vote populiste, c'est parce qu'il y a du désenchantement démocratique. Il y a du sentiment d'impuissance, de ne plus avoir la maîtrise des choses, des peurs qui sont parfois diffuses. Mais le populisme progresse plutôt dans les élections à cause de ces éléments-là, mais le populisme, face à ces éléments-là, il apporte une analyse, il apporte une proposition, une vision de la démocratie, une vision de la société, une vision de l'économie, et c'est cela qu'il faut définir, me semble-t-il, pour le critiquer. Parce qu'on ne peut pas critiquer une réaction. Une réaction, une peur, elle a un fondement véritable. Les émotions, y correspondent à quelque chose de réel. Et ces émotions, je les comprends, je les accepte, mais en revanche, la réponse populiste à ces émotions, c'est cela, me semble-t-il, que l'on peut et que l'on doit discuter. Ariane Chemin, les femmes et les hommes politiques, ils en ont conscience de cet attrait pour le populisme aujourd'hui? Je pense, mais d'abord, il est aussi le désenchantement, la crise vis-à-vis de la démocratie, elle touche d'abord essentiellement les jeunes. C'est ça qui est intéressant dans tous les sondages. On voit que ce sont les 20 ans, en gros, qui ne croient plus au modèle de la démocratie. C'est ça qui est inquiétant et ce à quoi les politiques doivent réfléchir, parce que c'est quand même le jeune électorat, c'est ceux qui vont porter, évidemment, les politiques au pouvoir. C'est ça qui est très frappant, je trouve. Le populisme, il s'appuie également sur le bouleversement d'un certain nombre de codes. Les codes, par exemple, des mouvements de gronde sociale, et il a largement prospéré sur fond de gilets jaunes. En France, regardez, c'était il y a un peu plus d'1 an. Au départ, c'est un mouvement contre la hausse des taxes, boudé pour ses affinités supposées avec l'extrême droite. Mais très vite, le mouvement des gilets jaunes s'élargit et s'impose rapidement, au point d'être soutenu par l'opinion publique et de concentrer d'autres luttes. Tout commence en octobre sur Internet, lorsque des groupes fleurissent pour appeler à manifester contre la hausse des prix du carburant. La vidéo de Jacqueline Moureau devient virale. Ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus.
On ne vit pas tous en ville. Face à la colère, le Premier ministre annonce des mesures d'accompagnement tout en restant droit dans ses bottes. Mais le 17 novembre, les blocages sont massifs et les premiers débordements ont lieu à Paris. Dès le lendemain, Édouard Philippe refuse la main tendue des syndicats pour une concertation et maintient le cap. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Commence alors un dialogue de sourds. Les revendications, elles, sont plus nombreuses, dépassent la hausse du prix des carburants et concernent maintenant le pouvoir d'achat. Révélateur aussi d'une démocratie en crise. Un sujet de Sandra Cerquera, Pierre Rosanvallon. Bien, je crois que ce qu'on vient de voir concernant les Gilets jaunes est le symptôme, effectivement, d'un désenchantement, d'un malaise. Mais que ce qu'il y a de nouveau dans ce mouvement-là, c'est une première chose, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un mouvement traditionnel de classe. Ce n'est pas un milieu social déterminé. Il y avait à la fois des petits entrepreneurs, il y avait à la fois des professions indépendantes, des femmes élevant des enfants seuls. Et on voit qu'au fond, ce qui est apparu nouveau avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la société est aussi composée de communautés d'épreuves, de communautés de distance, d'un sentiment d'être soumis à un mépris, de ne pas être écouté, d'invisibilité. Donc c'est un rapport beaucoup plus diffus, beaucoup plus confus à la politique que celui qu'organisaient les partis, qui étaient des grands groupes sociaux en bloc. La classe ouvrière, les employés, les paysans, c'est une autre société. En même temps, il y a eu expression, pourrait-on dire, de sentiments et d'émotions populistes, mais le mouvement n'a pas été vraiment populiste jusqu'au bout pour une raison très simple. C'est que le populisme se définit tout de même comme la valorisation d'un représentant central qu'on peut appeler le leader, l'homme-peuple, etc. Et là, au contraire, il y a eu le refus absolu de représentation. Alexandre Devecchio, il y a quand même un lien étroit entre le populisme et l'évolution de la communication des réseaux sociaux. Ça a modifié la donne et ça s'exprime d'abord par les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Oui, ce qui est intéressant, par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il s'est passé de tous les corps intermédiaires, des partis politiques, des syndicats, mais aussi des médias traditionnels. Ils ont mis un gilet jaune parce que c'est ce qu'ils voyaient de loin, en fait. Et le mouvement, souvenez-vous, est parti effectivement des réseaux sociaux. On peut être inquiet, et c'est mon cas, de l'horizontalité des réseaux sociaux. Et ça a été les limites du mouvement, justement. Ils n'ont pas réussi à se... Vous-même souvent sur les réseaux sociaux, exactement, Alexandre Devecchio. Oui, je suis de mon époque. Ils n'ont pas réussi à se structurer. C'est peut-être l'aspect inquiétant et dommageable de ce mouvement-là, mais en même temps, je crois qu'il y a un aspect intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que justement, ils court-circuitent les corps intermédiaires et ceux qui jusqu'ici avaient la parole et fait entendre une parole plus brute, plus crue, moins agréable à l'oreille, mais qui dit aussi une vérité du pays, à côté de laquelle beaucoup de médias, il faut bien le dire, étaient passés. Les Gilets jaunes, c'est la France périphérique de Guy Lui qui apparaît sous nos yeux. Christophe Guy Lui, qui est un sociologue, on disait c'est des théories. Les grands universitaires nous expliquaient que c'était faux, que cette France-là n'existait pas. Je crois que cette France existe et elle s'est fait connaître à travers les Gilets jaunes. Et alors, dans les réseaux sociaux, Ariane Chemin, on retrouve cette détestation des journalistes ou l'idée que l'on peut s'en passer. Oui, alors effectivement, les réseaux sociaux ont été très importants dans le mouvement des Gilets jaunes, mais de toute façon, ils sont très importants en politique aujourd'hui. Les Gilets jaunes, effectivement, alors moi je ne suis pas d'accord tout à fait avec vous, vous dites les grands universitaires ne l'ont pas vu venir, les reporters les ont vus venir. Nous, on l'a raconté dans le monde, la France des Gilets jaunes. Avant que le mouvement des Gilets jaunes n'éclate, on a fait des reportages, c'est né sur les réseaux sociaux et en Seine-et-Marne, on l'avait raconté. Effectivement, c'est intéressant parce que la Seine-et-Marne, c'est pas la banlieue proche avec les cités, c'est un peu la campagne, c'est pas tout à fait Paris. Donc ça, je suis pas tout à fait d'accord, c'est trop facile de dire les journalistes ne voient rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, la place des réseaux sociaux, elle est immense. Et effectivement, alors là, elle peut, quand on voit par exemple l'usage qu'en fait Salvini, qui passe son temps sur Twitter à se moquer aussi bien du pape, voilà, effectivement, c'est l'un des vecteurs du populisme. Justement, comment expliquer, Pierre Rosanvallon, qu'une technique, en l'occurrence, bouleverse le jeu politique? Qu'est-ce qui se passait avant, où on avait déjà du populisme? Il en existe au XIXe siècle. Qu'est-ce que cela change d'avoir ce nouvel outil de communication? On peut dire que c'est le règne de l'opinion comme phénomène brut. L'opinion, elle a toujours existé dans les sociétés. Depuis les Grecs et les Romains, on parle dans les grands textes de l'opinion comme au XVIIIe siècle. Mais l'opinion, elle était toujours représentée. Elle était représentée par des grandes voix. Elle était représentée parce qu'elle avait des avocats. Parce qu'il y a eu des sondages après, parce qu'il y a eu des partis, parce qu'il y avait des associations. L'opinion avait toujours été représentée. Alors que là, pour la première fois, l'opinion existe comme un phénomène totalement horizontal,
un phénomène d'expression directe. Avec l'inconvénient, c'est que lorsque l'opinion existait en étant représentée de différentes façons, elle était liée à des éléments de délibération, à des éléments de mise en forme. Alors que là, c'est une répétition infinie et indéfinie de l'opinion qui manque d'être constructive, qui gagne en expression parce que chacun accède à l'expression, mais qui perd en capacité d'action. Il y a une chose qui était très frappante, si vous voulez, avec les Gilets jaunes, c'est leur idée de rassemblement. Ils rassemblaient, ils étaient quelque part, ils erraient un petit peu. Vous voyez, une manifestation où il y a des représentants qui organisent, on va d'un point à un autre. On a des banderoles. Il se passe quelque chose dans une action, alors que là, il y avait une sorte d'inaction paradoxale. C'est une expression qui n'est pas filtrée aussi, Alexandre Devecchio, et les leaders populistes sont généralement très défiltrés. Oui, enfin, c'est une réaction aussi au politiquement correct. Je pense que l'élection de Trump est une vengeance d'une partie de la société américaine par rapport à un politiquement correct qui a peut-être été aussi trop radical. On voit bien les minorités dans les facs américaines, le fait que les minorités ne se parlent plus qu'entre elles, etc. Et donc, Donald Trump, avec une espèce de brutalité, remet en public la parole de l'Américain moyen. Et je crois qu'il y a une partie du public qui est choquée par cela, et il y a une autre partie du public qui s'y reconnaît et qui se dit finalement, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et c'est pas plus mal. Et surtout, il est en rupture avec le langage technocratique des élites au pouvoir ces dernières années qui n'ont pas su agir et n'ont pas su non plus nous parler. Rien de chemin. C'est le règne de la violence aussi, la violence des mots. On est très étonnés, on voit des personnes qu'on connaissait bien, y compris des journalistes qui tout d'un coup perdent tout ce contrôle. Et ça, on l'a vu aussi apparaître concrètement au moment des Gilets jaunes et aujourd'hui encore. Quand vous avez un pantin qui représente Emmanuel Macron sur une guillotine, sur un rond-point, ou quand vous avez la tête du président de la République sur une pique, là, on n'est pas du tout dans les schémas qu'on pouvait connaître il y a 5 ans. Cette violence-là, elle est choquante, elle est nouvelle. Et cette violence, elle naît aussi du sentiment qu'il y a des choses pourries dans la République, des complots, des choses qui se trament. Regardez Ariane Chemin, vous allez reconnaître quelqu'un, Alexandre Benalla, son audition. Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie. Et je vous demande donc de bien vouloir vous retirer de la salle de nos auditions. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Pouvez-vous ici, sous serment, nous confirmer qu'à aucun moment, à l'Élysée, vous n'avez exercé de mission relevant de la police ou de la sécurité? Monsieur Benalla. Je vous le confirme. Excusez-moi, je vous le confirme. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. Nous pouvons tout entendre, mais il y a une réalité, ce sont les visas, les attendus de la décision du préfet de police. Elle dit « Monsieur Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. » Je n'ai pas rédigé mon arrêté d'autorisation de port d'armes. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. On vient de vous voir dans vos œuvres, puisque vous présidez depuis 2014 la commission des lois du Sénat. Vous avez été ministre de Jacques Chirac, ancien secrétaire général de l'Élysée, et vous avez publié Les chemins de la République aux éditions Odile Jacob. Vous étiez jamais rencontré, je crois, Ariane Chemin. Non, jamais. Alors comme ça, pour les personnes qui aiment les complots et qui pensent que tout se trame. Voilà, qu'il y avait une collusion entre vous pour dévoiler. Merci de nous fournir cette affaire. C'est pour ça que je vous ai réunis d'ailleurs. Essentiellement Philippe Bas. Lorsque vous voyez ces images, cette audition d'Alexandre Benalla, à quoi pensez-vous, Philippe Bas? Je pense que tout ceci aurait fort bien pu ne pas survenir si les choses avaient été dites simplement et clairement depuis le début. On a confié la sécurité du président de la République à une personne qui n'avait été ni formée, ni sélectionnée, ni évaluée, ni entraînée pour le faire. C'était une erreur. C'était peut-être pas une erreur dont les Français auraient voulu éternellement au chef de l'État.
il suffisait de le dire au mois de juillet et nous n'avions plus de questions à poser. Au lieu de ça, on nous a dit non, 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 il ne s'est pas du tout occupé de sécurité. On a fini par obtenir la fiche de fonction, première fonction, coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Et c'est tout. Point à la ligne. Il y a d'autres aspects, d'autres dimensions, d'autres investigations qui ont eu lieu. Pour ce qui nous concernait, la politique publique, c'est la protection du chef de l'État, c'est pas rien. Pour une puissance nucléaire, il incarne la continuité de l'État, mais tout de même, ça pouvait se régler assez facilement. Mais alors Philippe Bas, je vais vous lire du Philippe Bas. En démocratie, le dénigrement systématique des élus et leur fragilisation sont la source d'une instabilité profonde. Est-ce que finalement, vous n'avez pas participé à une fragilisation du président de la République? Ce sera un comble de me dire ça. Non, on a fait honnêtement, il n'a pas du tout besoin d'être aidé pour ça. Au contraire, il s'y est mis tout seul. Ariane Chemin, même question. Oui, on se pose cette question quand on est journaliste, parce qu'on sait qu'on peut nourrir une forme justement de populisme ou de tous les élus, tous pourris, etc. Mais je suis d'accord avec Philippe Bas, en fait c'était une petite affaire, et c'est l'Élysée lui-même qui en a fait une affaire d'État. Lorsque vous avez révélé cette affaire au début dans Le Monde, Ariane Chemin, vous êtes dit c'est une petite affaire? Je ne savais pas, j'hésitais, mais j'ai vu très vite, en 2-3 jours, que, et sans en mesurer encore l'ampleur, que cette volonté de tout cacher, de mentir, de dire c'était un simple bagagiste, c'est une affaire d'été, et je me suis dit, ça sent l'élément de langage, il y a un truc bizarre. Et ce truc bizarre, il venait d'où, d'après vous? Eh bien, il venait du fait qu'effectivement, on avait confié l'ensemble de la réforme de la sécurité de l'Élysée à quelqu'un qui n'était pas sur un organigramme, qui n'avait pas de fonction vraiment officielle, qui avait tout pouvoir, qui, à travers les jeux de cours, si bien décrits depuis Saint-Simon, faisait peur à tout le monde, rendait des services, comme on dit, un homme à service, et qui s'était mis finalement autour, qui s'était fabriqué des obligés, et ça, c'est toujours très dangereux dans une république. Pierre Rosanvallon, que pensez-vous de cette affaire dans un siècle, lorsque les historiens, vous êtes historien, devront la raconter? Qu'est-ce qu'ils diront de l'affaire Benalla? Bon, ils auront oublié le personnage de Benalla, bien sûr. Mais on gardera une chose très précise, c'est que gouverner, ça n'est pas simplement mener des grandes politiques. Gouverner, c'est imposer comme une personne qui sait avoir du jugement à des moments décisifs, à des petits moments de basculement. Il y a à la fois l'idée de gouvernement et le fait de gouverner est fait de grands principes, de grandes idées, de grandes décisions et d'un savoir-faire quotidien des petites choses. Et ce manque de jugement du quotidien peut tuer une grande politique. Qu'en pensez-vous, Philippe Bas, justement, vous qui avez été aussi secrétaire général de l'Élysée, où on s'occupe de série de choses. C'est-à-dire que, précisément, par toute ma formation et mon expérience, je suis partisan de l'institution présidentielle et je crois qu'elle est nécessaire à la France. Et ça m'inquiète de voir qu'on pousserait l'exigence jusqu'à énoncer une sorte de dogme de l'infaillibilité présidentielle. Un président peut commettre des erreurs, c'est très dur d'être président, mais avec simplicité, quand ces erreurs n'ont pas causé de drame ou n'engagent pas... Jacques Chirac a fait des erreurs, par exemple? Mais bien entendu. Est-ce qu'il a reconnu certaines erreurs? Mais il faut, quand vous faites une erreur, savoir redresser le tir et puis éteindre le feu tout de suite. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait Jacques Chirac, avec qui vous avez travaillé, Philippe Bas, en matière d'erreurs? Mais Jacques Chirac avait une forme d'humilité très grande. Et Jacques Chirac préparait ses décisions de manière assez collégiale. Et honnêtement, Jacques Chirac craignait les erreurs. Je pense que c'est une disposition d'esprit qui est nécessaire parce que, au fond, dans une démocratie, vous ne pouvez pas, à vous tout seul, représenter tout le peuple. Vous représentez une majorité au moment où vous êtes élu et vous devez continuer à construire ce rapport avec les Français en évitant de laisser se déchirer le tissu social et en recherchant à avoir le plus de collégialité possible par le dialogue, en tissant des fils et en respectant le Parlement. Parce que le Parlement, moi par exemple, je ne représente pas le peuple à moi tout seul, mais tous les parlementaires ensemble, ils montrent toutes les couleurs de la nation française et quand ils discutent ensemble en se contredisant, ils finissent par exprimer quelque chose qui se rapproche peut-être de ce qui pourrait être commun au peuple français. Ariane Chemin, vous souriez. Oui, je souris parce que pourquoi? on n'en voudrait pas, Philippe, mais je pense quand même que Jacques Chirac bénéficie d'une sorte
sorte de mansuétude aujourd'hui, d'abord parce qu'il est associé à une forme de nostalgie, d'années faciles, etc. Et je pense qu'il n'était pas dans cette société de transparence où les choses lui seraient beaucoup moins épargnées aujourd'hui. Il y aurait beaucoup plus d'investigateurs. Les temps ont changé. Voilà, donc je pense que la communication, les chaînes, on parle par exemple... et tout ça, ça n'a plus rien à voir, ça c'est absolument certain. On parle par exemple aujourd'hui de populisme et on doit à Jacques Chirac une phrase. Il a dit à la veille d'une campagne présidentielle « Je vais vous étonner par ma démagogie ». C'est la preuve que cet homme savait également faire un certain nombre de choses, outrepasser un certain nombre de normes. Voyez-y plutôt le recul de Jacques Chirac par rapport à l'exercice. En fait, Jacques Chirac, je parlais de son humilité, moi je crois profondément qu'il n'aimait pas justement la démagogie et il avait des cordes de rappel. Et c'est pour ça que si vous regardez les choses de manière un peu subtile, cette phrase, elle a un certain sens. C'est pas une phrase de démagogue. Pierre Rosanvallon, vous en pensez quoi ? Du démagogue au populiste ? Justement, le démagogue, ça n'est pas simplement le populiste, parce que je dirais qu'il y a toujours une tentation de la démagogie dans l'exercice du pouvoir et dans la conquête du pouvoir. Donc, en termes de démagogie, on peut évidemment mettre 2 étoiles ou 5 étoiles, mais personne... Je ne vais pas vous demander d'attribuer des étoiles. Personne n'est exempt de démagogie. Et je pense que simplement ramener le populisme à une forme supérieure des démagogies, c'est une façon de ne pas vraiment le comprendre, même si effectivement il y a dans le discours populiste, dans bien des cas, de la démagogie, mais il y a aussi du discours populiste, du discours démagogique, dans bien d'autres catégories politiques. Alexandre Devecchio. On se rejoint parfaitement là-dessus. Marcel Gauchet dit que la démocratie, c'est la concurrence des démagogies. À partir du moment où il y a élection, on ne peut pas en vouloir aux hommes politiques de vouloir plaire à leurs électeurs. Non, je crois que justement, et ça on est d'accord avec Pierre Rosanvallon, les populistes défendent une vision du monde qui n'est peut-être pas la nôtre, qui n'est peut-être pas celle des élites dominantes depuis 30 ans, mais qui est une vision. Les élites dominantes, depuis 30 ans, pensaient qu'à l'époque de la mondialisation, il fallait dépasser la nation, il fallait faire l'Europe, que le libre-échange allait apporter la prospérité. Je crois que s'il y a un point commun entre tous les populistes, c'est l'idée de protection par rapport à ce nouveau monde globalisé, l'idée de rétablir des frontières, l'idée de nation aussi qui revient. Donc les résumer à des démagogues, je crois que c'est aussi faire preuve d'un peu de mépris pour le peuple. Je crois que les électeurs sont grands, savent que les politiques cherchent à les séduire, mais je crois que s'ils votent populiste, c'est pas simplement une poussée de fièvre, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé chez les politiques traditionnelles les réponses qu'ils attendaient à leurs problèmes. Ariane Joma, vous qui êtes journaliste d'investigation, justement, l'idée populiste, c'est l'idée qu'il y a une absence de décence commune chez les hommes politiques. L'affaire Benalla, elle, révèle un certain nombre de manques de décence commune. C'est une notion qu'a forgée Orwell, mais elle signifie tout simplement qu'il y a des gens qui ne se comportent pas comme ils devraient se comporter sous la République, un régime vertueux. Le grand retour d'Orwell, d'ailleurs, qui est très à la mode, justement, autour de cette notion, parce que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe quand vous parlez, par exemple, vous dites les élites dominantes. Moi, je me souviens très bien que quand je suis arrivée au Monde, on n'avait pas le droit d'écrire dans le journal classe politique, parce qu'on trouvait que c'était, au fond, très méprisant, que ça encourageait, justement. C'était des formes de populisme, une façon de dire tous pourris. Maintenant, on se bat plutôt pour qu'on ne dise pas clique dans le journal. Vous voyez, on voit aussi comment... Non, mais je me souviens d'avoir eu cette discussion et je dis non, mais clique, c'est pas possible. Mais je me souviens qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Les copains et les coquins, ça a été dit, néanmoins. Voilà. Et donc, on voit bien comment ça évolue. Philippe Bard. Je partage totalement le sentiment d'Ariane Chemin. Je suis content qu'elle dise cela et je consacre quelques passages de mon livre à dénoncer cela. L'idée d'une classe politique, elle est révélatrice du sentiment profond que les représentants de la nation ont perdu le lien avec le peuple. Alors, il faut en tenir compte. Moi, je crois qu'il n'y a pas de classe politique, car les représentants de la nation viennent de toutes les classes sociales et qui ne se définissent pas uniquement par rapport à cette origine. Mais je crois que, regardez, dès lors que le président de la République est élu, au lieu de représenter le peuple, il représente le pouvoir vis-à-vis du peuple. Tout de suite, on passe de l'autre côté de la barrière. Je ne connais pas de président depuis 2007 qui n'ait subi une érosion rapide de l'adhésion des Français à sa personne et pas seulement à sa politique. Comme si, tout de suite, vous aviez sur le front que vous devenez un extraterrestre ou un étranger. Et ça, au fond, je crois qu'il faut le prendre
comme un véritable défi, parce que nous ne pouvons pas accepter cette idée qu'en étant les représentants du peuple, nous devenons des étrangers au peuple de ce simple fait. Mais alors, le paradoxe, Pierre Rosanvallon, c'est que les populistes, en matière de décence commune, généralement, ils ne font pas mieux que les non-populistes. Donald Trump en est un exemple, mais il en est d'autres. Là aussi, comment vous expliquez la sorte d'impunité dont ils bénéficient ? Je crois d'abord que s'il y a cette démonisation de la classe politique, c'est quelle est la forme que l'on donne au sentiment d'une perte de contrôle sur les choses. Et donc, il faut toujours désigner un bouc émissaire, un coupable. Et on dit la classe politique, on dit même plus précisément aujourd'hui la caste, par exemple. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes politiques dont beaucoup sont vraiment proches de leurs électeurs, de leurs concitoyens, et qu'il faut en parler au singulier, et pas simplement à travers l'idée de caste. Alexandre Devecchio. À la fin du livre, j'explique qu'il va falloir une réconciliation entre justement la classe politique, ce qu'on appelle les élites, parce qu'il faut bien les désigner, et le peuple. Mais je crois qu'il faut faire le bon diagnostic. Il y a quand même des fractures dans ce pays. Il y a quand même une classe dirigeante qui est peut-être de moins en moins représentative. Et je crois que les Gilets jaunes ont fait la démonstration. Donc oui, il y a eu ces dernières années, d'ailleurs, un rapprochement entre la gauche et la droite, dont Macron est le symbole sur une certaine idéologie qui était dominante. Le marché, la technocratie, le dépassement de la nation, tout ça est une réalité. Et les classes populaires disent nous, on a adhéré après tout à ce modèle de mondialisation heureuse, sauf qu'elle est malheureuse pour nous. Donc écoutez-nous. Et donc moi, j'appelle simplement les gens qui prétendent représenter la souveraineté populaire, parce qu'il s'agit de ça, à écouter un peu mieux la base. Merci Alexandre Devecchio de nous avoir rendu visite. Recomposition, le nouveau monde populiste, votre livre, disponible aux éditions du Cerf. En tout cas, il existe une forme de fascination pour les pouvoirs autoritaires, y compris dans l'opinion française. On est allé demander son avis à Jean-Daniel Lévy, il est directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Harris Interactive. Regardez sa réponse. Le populisme, ce n'est pas un terme qui est valorisé par les Français. Et on a peu de Français qui vont considérer aujourd'hui ou qui vont appeler à ce qu'il y ait une forme de politique populiste. On voit bien que certains responsables politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, font l'éloge du populisme, mais que ce terme-là n'a pas traversé globalement les Français lorsqu'ils sont amenés à être interrogés. Donc c'est un terme qui est un terme plutôt perçu comme étant péjoratif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aspect, c'est qu'on reste en France dans un système qui est un système relativement complexe. 1, nous sommes un pays politique. 2, les Français aspirent et attendent nettement du politique. 3, ils sont critiques à l'égard des pouvoirs politiques forts et dans un même élan, ils vont voter pour des responsables politiques qui donnent le sentiment d'être assez forts. On a pu le voir par exemple avec Nicolas Sarkozy comme avec Emmanuel Macron. Et lorsque le pouvoir politique donne le sentiment de ne pas être suffisamment fort au niveau étatique, et ça a été le cas avec François Hollande, une critique a été émise à l'égard du président de la République. Donc ils vont attendre d'un pouvoir politique qu'il soit relativement fort et qu'il puisse garantir une forme d'égalité républicaine. Donc on a ce regard qui est un regard assez ambivalent dans un pays qui attend et qui croit vraiment dans le politique. Une critique extrêmement forte de ce que peut être le pouvoir politique, une critique extrêmement forte aujourd'hui de notre système de représentation d'un point de vue général, et pour autant, pas une désertion électorale de la part des individus. Dans le cadre de la réforme des retraites, on a vu apparaître un terme peuple, et avec la perception que le président de la République, comme le Premier ministre, ne connaissait pas suffisamment le peuple. Et ce terme-là est un terme qui est aujourd'hui utilisé de la part d'une partie importante de la population française, d'une partie importante aujourd'hui des catégories populaires, qui ont le sentiment que l'exécutif ne connaît même pas aujourd'hui les conditions de vie de la part des individus. Et que la réforme des retraites s'inscrit dans ce contexte-là, dans un contexte qui est un contexte de méconnaissance de la vie au quotidien des Français, des salariés, des personnes qui sont en activité professionnelle, et que l'exécutif se méprend sur les conditions de travail ou sur les difficultés au travail de la part des catégories populaires. Jean-Daniel Lévy, interrogé donc par Marie Lebon. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre porte sur le monde selon Tocqueville, combat pour la liberté chez Taillandier, avec les évolutions de la démocratie. On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dire dans un off, comme on dit, que si il y avait véritablement des gens mécontents par la démocratie, il pouvait essayer la dictature. Il y a dans l'air comme ça une sorte de lien entre
la démocratie et la dictature, une dictature élue, un pouvoir autoritaire, tout cela, Tocqueville le craignait et le décrivait. Oui, ce qui est intéressant avec Tocqueville, c'est qu'on l'oublie quand tout va bien et on le redécouvre dans les périodes de crise de la démocratie. Donc on en a là abondamment parlé. Il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, on est dans une de ces périodes de crise. Donc Tocqueville a réfléchi à la fois à la France et puis à la démocratie en général. Sur la France, il a bien montré, en regardant la Révolution, que le risque spécifique à la France, c'était l'espèce de télescopage entre un État qui était autoritaire, centralisé, c'est ce qui lui fait dire qu'en fait, avec la monarchie absolue, la révolution était déjà faite quand elle a éclaté, et puis des citoyens qui sont atomisés, le refus des corps intermédiaires. Et sur la démocratie, comme il vient d'une famille aristocratique dont 6 membres ont été guillotinés, c'est un démocrate de raison, mais pas de cœur. Et c'est ce qui lui permet de voir à la fois que la démocratie est l'avenir et qu'elle comporte des pathologies et des risques. Donc pour lui, la démocratie, c'est pas l'avenir radieux qui va s'installer forcément, c'est un état de la société, et ça peut aller vers la liberté ou vers le despotisme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit des... Lui, il a vécu d'ailleurs avec un des épisodes historiques qui est rappelé par Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire qu'il a vécu le coup d'État de 1851, il a été proscrit, et il a bien vu comment une république pouvait basculer à cause du désir d'ordre et de sécurité vers l'Empire, et un empire qui a été extrêmement brutal et répressif sur le plan des libertés, au moins dans la partie qu'a connue Tocqueville avant sa mort, parce qu'il y a eu un empire libéral, plus libéral en tout cas ensuite, mais qu'il n'a pas connu. Et aujourd'hui, on voit que de manière très diverse, on a ce désir, d'une certaine manière, de despotisme, et le fait que, en fait, le premier risque pour la démocratie est intérieur, et que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas le risque de trop de faiblesse, c'est le risque de trop de force, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, on a parlé des classes moyennes. Maintenant, on a même pour des raisons écologiques, puisque certains expliquent que les mutations à accomplir pour la transition écologique sont tellement importantes que le choc sur les comportements est tellement majeur que seul un pouvoir autoritaire pourrait les conduire. Philippe Bas, Tocqueville, c'est un auteur qui vous est cher pour des raisons géographiques, la Manche, mais pas que. C'est le plus illustre de mes prédécesseurs, puisqu'il a été président du Conseil général de la Manche. Et c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour Tocqueville qui vient de ce que je considère beaucoup l'homme à côté du penseur. Et ce que je trouve extraordinaire chez cet homme qui est à la fois homme d'idées et homme d'action, c'est, et je crois que Nicolas Bavrez le dit très bien, sa capacité à s'abstraire d'un héritage terrible. Il est élevé avec ses cousins dont les parents ont été guillotinés, ses grands-parents, arrière-grands-parents guillotinés. Et il a la capacité, dans cette famille, de dire que, pour des motifs qui tiennent à la raison et à son sens de l'histoire, la démocratie, la République est finalement la seule solution pour éviter que ce genre de déchirement se reproduise. Et moi, parmi les raisons qui me font aimer la République, il y a celle-ci, c'est qu'au fond, la République est ce qui peut nous permettre de vivre ensemble. Ça, c'est notre héritage commun. Et ce que je crains le plus dans la période actuelle, c'est la fragilité de la République. Parce que la République n'est pas aimée pour elle-même, comme on rendrait un culte à une idée. La République, c'est aussi elle qui nous a apporté la santé par l'hôpital et la sécurité sociale, qui nous a apporté la promotion sociale par l'école, etc., etc. Et aujourd'hui, on attend encore beaucoup de cette République. Et ce qui fait que les populistes ont leur chance, c'est le sentiment profond qui se répand chez beaucoup de Français qu'il n'y a pas de réponse à leurs attentes contemporaines. Et là-dessus, il faut donner l'alerte parce que c'est notre responsabilité. Mais je crois qu'ils ont en partie raison, qu'ils ne sont pas suffisamment entendus et que notre rôle à nous est de prendre en compte les attentes contemporaines sans se contenter de dire « vous avez déjà reçu beaucoup, vous devriez être content, la République est le système qui nous est le plus favorable, le suffrage universel vous permet de vous exprimer suffisamment, il n'y a rien à changer ». Pierre Rosanvallon, vous avez beaucoup lu Tocqueville, vous aussi, mais alors Tocqueville explique que la démocratie, ça n'est pas seulement une manière de voter, c'est aussi une forme d'organisation de la société. Est-ce que c'est ça qui est ancré ? Je pense que le plus grand apport de Tocqueville, c'est d'avoir compris justement que la démocratie était une forme de société. La démocratie comme régime politique, le mot a été inventé bien avant lui, mais l'idée que la démocratie était
une forme de société qui se définissait par cette perspective d'une société de semblables, c'est-à-dire une manière très particulière de définir l'égalité, qu'est-ce qu'il appelait l'égalité des conditions. Ça, c'est son très grand apport intellectuel, qui est la deuxième partie de la démocratie en Amérique. En même temps, ce qui me frappe chez Tocqueville, c'est que ce qu'il y a de puissant et de fort chez lui, c'est que par son origine familiale, par sa situation matrimoniale, et il a vécu dans des univers différents. Et il participe de ce qu'on peut appeler un marginal. Il est un peu un marginal séquent. Il faut rappeler son mariage. Avec une Anglaise qu'on considérait comme déclassée, mais qui lui a fait voir le monde différemment aussi. Il correspond tout à fait à ce que les sociologues appellent un marginal séquent ou un... Oui, mais c'est très important. C'est-à-dire que il faut prononcer ce mot à la télévision. On a des formes de marginalité qui font de l'inventivité et de la créativité. Ariane Chemin. Mais non, marginal séquence, ça me va très bien. Non, mais sur la manière dont aujourd'hui la société qui est organisée par la démocratie, mais avec des gens qui estiment être à la marge de cette démocratie, ne plus croire finalement dans ce système. Moi, je suis vraiment, je me répète, mais très frappée par le fait que c'est le cas de la jeune génération. Ils ne croient plus en ce modèle, et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on voit apparaître et qui doit forcément interroger tout le monde. Alors, du coup, les références historiques ne sont pas forcément les mêmes. Ils ne croient plus en démocratie, ils disent on vit sous le fascisme, ce qui n'est évidemment pas vrai, mais en tout cas... La référence au fascisme, au pouvoir autoritaire est faite sans cesse, alors que chez Tocqueville, d'ailleurs, il parle d'une démocratie douce. C'est ça, en fait, ce qui lui fait peur. Ça n'est pas une démocratie dure, en cela, il s'est trompé pour le XXe siècle, évidemment, Nicolas Bavrez, mais un pouvoir autoritaire et doux. C'est ça, finalement... Je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, pour la description de ce qui se passe aujourd'hui. Pour Tocqueville, donc, il y a ce risque de la démocratie despotique. Et derrière, on voit très bien, et ça renvoie au populisme, qu'aujourd'hui, on a deux modèles de démocratie, alors qu'on pourrait appeler libéral et illibéral. Tocqueville montre que le suffrage universel ne résume pas la démocratie. Il faut un état de droit, il faut un esprit de modération, il faut une majorité qui accepte de ne pas brimer la minorité, il faut une minorité qui accepte la loi de la majorité. Et c'est tout ce qui est en train d'exploser avec des gens comme Trump, Bolsonaro et les autres qui disent que c'est le fameux leader peuple. L'élection est tout. Et une fois qu'on est élu, on a tous les pouvoirs et il n'y a plus de parlement, il n'y a plus d'université, il n'y a plus de médias, il n'y a qu'un homme seul. La deuxième chose qui est très importante sur le constat, c'est que Tocqueville nous rappelle aussi que dans les passions politiques, les deux plus puissantes sont la religion et la nation. Et quand on regarde aujourd'hui les menaces extérieures sur la démocratie, on a la théocratie iranienne, on a le djihadisme, on a les démocratures chinoises ou russes, et on a ces deux passions, la passion nationale qui donne l'impérialisme et la passion religieuse. Et la dernière chose, parce que c'est vrai que le populisme est aussi une force de proposition, c'est que Tocqueville, alors qu'il meurt donc en plein empire autoritaire, il y a deux choses qui sont formidables. Premièrement, il garde la foi dans la liberté, alors que c'est le pire moment, mais il n'a jamais renoncé à la liberté. Et par ailleurs, il nous donne aussi des pistes de solutions, en nous expliquant précisément que l'état de droit, les corps intermédiaires, c'est important, que l'éducation, c'est fondamental, et qu'on peut travailler sur toute une série de pistes, que la participation des citoyens, et c'est ce qui montre par exemple aux États-Unis, à quel point un des éléments de la démocratie américaine, c'est la participation à travers une extrême décentralisation. Et donc en fait, on a là des pistes qu'on peut utiliser de manière, par exemple, autre. Prenons la Convention citoyenne, on parle du référendum, mais après tout, on va voir ce que ça va donner. La Convention sur le climat, est-ce que ce n'est pas une autre manière d'associer les citoyens et d'avoir une démocratie qui emprunte des formes diverses? Ariane Chemin. Non, j'écoute tout ça et je crois que, pour être plus concrète, je ne suis pas une spécialiste de Tocqueville, mais là vous dites le respect de l'état de droit, mais on vit aujourd'hui dans un moment où, par exemple, quand on a 20 ans, on voit des images partout à la télévision où on voit des gens se faire tabasser. Ça interroge quand même. Je comprends qu'il puisse y avoir une forme de défiance à l'égard de la démocratie, parce que pour moi, je suis de la génération qui n'est pas connue mai 68, c'est la première fois de ma vie que je vois des violences comme ça. C'est comme la première fois que des gens sont inquiets en disant à leurs enfants « faites attention ». Et ça, on est obligé de le prendre en compte. Et on comprend, si à partir du moment où on voit ces images-là et qui ont été relayées, on a forcément une défiance, parce qu'on pense à l'état de droit. C'est pour ça que les libertés formelles sont bien réelles. Philippe Bas. Il y a les dangers d'une démocratie virtuelle où on ne se rencontre plus, on ne se parle plus, et il faut revenir à la démocratie du concret. C'est pour ça que l'idée tocquevillienne d'une démocratie dont on fait l'apprentissage dans la gestion des affaires locales, et donc l'idée de la décentralisation est fondamentale. Et ces dernières années, depuis un moment déjà, on a fait tout le contraire.
grands cantons, grandes communautés de communes, grandes régions, plus de pouvoir de décision à cause des normes qui s'appliquent aux élus locaux, financement qui dépendent entièrement de l'État de plus en plus. Et ça veut dire que la démocratie locale se dessèche. Et si vous n'avez plus de références démocratiques concrètes au quotidien, là où vous habitez, alors il ne faut pas s'étonner que ce soit une sorte de désert démocratique qui se crée, ouvert au vent mauvais. Et le vrai danger, il est là. C'est qu'en plus, les élus finissent par ne plus rencontrer personne. Quand vous êtes élu et que vous n'avez aucun mandat local, comment est-ce que vous nourrissez votre lien avec les gens? Vous savez, les gens, ce ne sont pas des sondés, nous les appelons par leur nom, nous les connaissons. Et quand on commence une conversation, on n'est jamais sûr de ce qu'on pensera quand on l'aura terminé, et eux non plus. On évolue ensemble. Eh bien, nous sommes dans une démocratie où il faut apprendre à se reparler. Ça paraît simple quand même. En France, le populisme, ça a un nom, le poujadisme. Alors, il faut expliquer ce qu'est le poujadisme pour les plus jeunes. En 1953, un libraire papetier du Lot, Pierre Poujade, initie donc le mouvement qui porte son nom, le poujadisme, un mouvement de colère qui s'apparente un peu donc à l'ancêtre du populisme. Ces 400 000 adhérents y fustigent les élus, les corrompus ou le parlementarisme d'affaires. Et 3 ans plus tard, le 12 janvier 1956, 52 députés poujadistes sèment la panique en faisant leur entrée à l'Assemblée. On regarde. Le Palais Bourbon a retrouvé son animation. Animation des grands jours, puisqu'il s'agissait non d'une normale rentrée parlementaire, mais de l'installation de l'Assemblée issue des récentes élections. Dans l'hémicycle, anciens et nouveaux députés ont pris place selon leur formation politique, à l'exception des 52 représentants du parti Poujade qui se sont dispersés sur les crêtes pour ne pas siéger à l'extrême droite. Pierre Rosanvallon, le poujadisme, est-ce que c'est ça finalement le populisme à la française? C'est la définition primaire du populisme, oui, parce que le poujadisme, c'était le dégagisme. Alors ce dégagisme, voilà, il a été la plus belle expression du dégagisme de ces années 50, c'est clair. Mais ça n'était pas le populisme au sens où il n'y a pas la vision de cette démocratie majoritaire qui met l'état de droit à bas. Il n'y a pas cette vision des 99% contre les 1%. Il n'y a pas cette vision du national-protectionnisme. Donc le dégagisme, oui, il a une mise en scène exemplaire avec le poujadisme, mais ça n'est pas le populisme au sens construit que l'on peut employer aujourd'hui. Mais le dégagisme aujourd'hui, Ariane Chemin, il est utilisé à toutes les sauces, y compris d'ailleurs par ceux qui voulaient ringardiser l'ancien monde politique. Bien sûr, le dégagisme, c'est à la fois Jean-Luc Mélenchon, ça a été Emmanuel Macron, avec la volonté de faire disparaître le vieux monde en imposant le nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'élection de Poujade, Poujade, l'émergence, c'est l'année de l'élection de Jean-Marie Le Pen. Et moi, je suis frappée aussi par le fait qu'on retient des mots sans s'en rendre compte qui appartenaient uniquement à l'univers Le Pen. Par exemple, on dit toujours, aujourd'hui, tout le monde dit le politicien, tel politicien. Or, c'était un mot qu'on entendait uniquement dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. C'est au mieux un anglicisme, mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise sans même se rendre compte qu'on reprend les codes de quelque chose qui, à l'époque, choquait. De Gaulle disait les politiciens aussi, mais c'était pour être méchant. Nicolas Bavresse. En fait, le populisme, on le voit apparaître dès qu'il y a des grandes crises de la démocratie. Fin du 19e siècle, il y a la grande baisse des prix agricoles, une grande dépression, crise économique, et en France, poussée des nationalismes, xénophobie, protectionnisme avec les lois Méline, et en France, on a eu le boulangisme, et aux États-Unis, on a l'apparition d'un parti populiste. Ensuite, il y a des réformes qui vont désarmer ça. Dans les années 30, c'est vrai que c'est plutôt capté par les partis totalitaires, et donc en France, on a des ligues, mais qui ne sont pas vraiment un parti populiste. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que l'économie, on a les 30 glorieuses, mais le choc que ça représente pour certaines parties de la société, le monde rural, le monde du petit commerce, fait qu'on a cette expression poujadiste. Et aujourd'hui, on a de nouveau ce qui a été dit sur les causes, et ça, c'est déjà aussi dans Tocqueville, le fait que le socle politique et sociologique de la démocratie, ce sont les classes moyennes. Si on les laisse être déstabilisée, la démocratie est toujours en risque. Et aujourd'hui, on a eu la mondialisation, la montée de la société numérique et les problèmes de sécurité. Et ce qui est vrai, c'est qu'au lieu de passer son temps à dénoncer le populisme, il faut maintenant s'attaquer à ces causes et donner des réponses. Philippe Barr, est-ce qu'on va continuer à être
épargnés par la vague populiste, parce qu'on a dit que jusqu'ici la France... Vous trouvez qu'on est épargné par... Je vous pose la question. Il y a aussi un populisme au visage d'ange, ça peut exister. Je cherche des visages d'ange, vous pensez à qui ? Une forme de recyclage. Là où la démocratie est en danger... Vous ne direz pas à qui vous pensez. Hein. C'est quand vous n'avez plus une démocratie qui a été un objectif inatteignable pour la France pendant très longtemps, régulé par l'alternance. C'est très simple, une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement, et quand on n'est pas content, on en change. Et il y a une opposition qui fait son travail d'opposition, c'est-à-dire qui fait la transparence sur l'action du gouvernement et fait des propositions. Si vous cassez le système ou si vous profitez du fait que le système s'est écroulé au lieu d'essayer de le reconstruire, alors vous vous trouvez dans une situation où les gens n'ont plus d'autre choix qu'entre maintenir les gens au pouvoir alors même qu'ils seraient usés ou prendre à l'essai des gens dont le programme politique et économique ressemble furieusement à celui de Georges Marchais à la fin des années 70. Et donc, notre enjeu, c'est Georges Marchais n'avait pas vraiment un visage d'ange. C'est aussi de rétablir une démocratie de l'alternance. Ariane Chemin, un mot là-dessus. Qui pourrait l'incarner, puisqu'il n'y a pas de populisme sans incarnation? Je ne sais pas, j'aimerais bien demander à Pierre-François Vallon, quand il parlait de dégagisme, s'il pense qu'il y a aujourd'hui, qui pratique aujourd'hui les formes de dégagisme pour vous? Les deux leaders populistes dans la France contemporaine, c'est indéniablement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les deux qui incarnent cette vision populiste dans ses différentes dimensions, avec un grand élément qui les distingue, c'est la vision de l'immigration, qui est absolument au centre de la démonisation du lepénisme, alors que de l'autre côté, on peut dire que la France insoumise se targue d'être un parti humaniste et donc a une vision plus accueillante, je dirais, pour les réfugiés et pour les immigrés. Mais pour le reste, on peut dire que la porosité des électorats commence à être très manifeste et qu'entre les municipales de 2014 et les européennes de 2019, eh bien 33% des électeurs de la France insoumise, ce qui était la France insoumise en 2014, ont voté pour Marine Le Pen en 2019. Ariane Chemin, merci d'avoir été avec nous. Benalla et moi, c'est la bande dessinée que vous avez coécrite avec François Krug, illustrée par Julien Solé. Elle est aux éditions du Seuil. Merci Philippe Bas d'avoir été avec nous. Merci. Les chemins de la République, c'est aux éditions Odile Jacob. Le populisme, c'est la sensation qu'on n'a pas assez de démocratie. Or, il existe dans un petit village au bord de la rivière Drôme une tentative d'en finir avec cette sensation, une tentative municipale. Ça se passe à Saillant. Regardez. On a été sursollicité. Il y a donc des médias comme vous, il y a aussi des élus, des citoyens, des collectifs, des associations. En tout cas, tous ceux qui faisaient la démarche de venir à Saillant, on a essayé de toujours trouver un temps de leur accorder pour pouvoir témoigner par rapport à ça. Un système, selon eux, pas toujours bien compris par les médias. Des articles et des reportages qui n'expliquent pas comment fonctionne la démocratie participative. Alors, voici quelques rouages. Première étape, les petits groupes. C'est l'une des bases du système. Chaque habitant peut participer. Un thème par réunion. Ce soir-là, au programme, le très technique PLU, Plan local d'urbanisme. Pour l'aborder, une méthode efficace s'impose. Ce soir, on vous propose du coup une méthode qui s'appelle l'arpentage. L'arpentage, c'est une méthode assez ancienne qui vient des cercles ouvriers. Nous, on favorise l'expression de tous. L'idée, c'est de pouvoir donner la parole aux habitants et du coup de leur permettre d'exprimer leurs idées et de les partager, et du coup d'agiter un peu de la démocratie. Ces animateurs spécialisés viennent ponctuellement pour ces réunions. Leur mission, aider les habitants à se plonger dans les documents. 3 quarts d'heure pour potasser en silence. Puis chacun prendra la parole devant les autres et aura 7 minutes chrono pour dire ce qu'il a compris du PLU. La petite ville de Saillant, au bord de la rivière Drôme. Alors, il faut qu'on vous fasse un aveu. Il y a un lobby drômois sur ce plateau, dans cette bibliothèque. Pierre-Rose Vallon, moi-même et Maude Dugrand que nous accueillons. Bonjour Maude Dugrand. La petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative, c'est aux éditions du Rouergue. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être drômois, il faut expliquer ce qu'est Saillant, ce qui s'est passé depuis la dernière élection municipale. On va commencer un tout petit peu avant. En fait, en 2011, le maire de l'époque décide de l'implantation, ou accepte en tout cas la proposition d'un supermarché casino à l'extérieur du village.
Et Saillant est un village de 1300 habitants qui a encore la chance d'avoir de nombreux commerces, et c'est assez rare encore, même dans la vallée de la Drôme. Très bon boucher. Aussi, tout à fait, mais aussi des très bons pains, au feu de bois, etc. Et du coup, les habitants du village, certains éclairés, savent que l'implantation d'un supermarché à l'extérieur d'un village, c'est quand même une mort annoncée d'un centre-bourg ou d'un centre-ville. Donc signifie à leur maire que cette décision n'est pas la bonne. Et le maire n'entendant pas, une mobilisation durera quasiment 18 mois. Avec pétitions, réunions tous les dimanches au marché, avec des manifestations de poussettes. Voilà, ça a été une vraie mobilisation et qui a créé une rencontre entre des populations qui ne se connaissaient pas forcément, parce que ces dernières années, beaucoup de nouveaux arrivants viennent s'installer dans la vallée de la Drôme, et avec des plus anciens et des plus jeunes. Et aussi un café associatif qui venait de naître. Donc il y avait, on va dire, un cocktail, une mayonnaise a pu prendre parce que des éléments étaient posés, une lutte commune contre une décision jugée arbitraire, absurde et sans concertation. Mais alors, le lien entre cette décision jugée arbitraire et une liste participative? Donc, au bout de 18 mois, la population gagne parce qu'en fait, c'est Casino qui se retire, qui prend peur. Et là, nous sommes 1 an avant les élections municipales de 2014. Et là, certains habitants se disent, quand même, les élections ont lieu dans 1 an. Peut-être que cette situation de décision sans concertation, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se mouille un peu, qu'on mouille la chemise. Et donc, il se constitue un petit groupe d'abord, et qui commence à réfléchir, à faire connaissance vraiment, et décide, dans un premier temps, d'organiser des réunions publiques. Il y a eu 3 réunions publiques dans le village, donc une sorte de campagne électorale d'un nouveau mode, appelant les habitants à venir à ces réunions, mais il n'y avait pas de programme ni de candidat préétabli, mais proposant aux habitants de s'installer. Alors c'est la grande salle municipale, l'ancienne usine de textile d'ailleurs du village, et les gens se sont retrouvés par 10 à travailler avec des systèmes de post-it pour essayer d'établir ensemble quelles étaient les bonnes choses à faire ou quelles étaient les priorités pour la commune. 3 réunions publiques. Et puis, les élections arrivent, et du coup, il se constitue une liste de citoyens et gagne les élections dès le premier tour. Pierre Rosanvallon, ça vous a beaucoup plu, cette expérience de Saillant? Ça m'a intéressé parce que je pense que la démocratie est par nature expérimentale. La démocratie, il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle parce que le problème est toujours que l'énergie démocratique se dégrade. Et donc là, on a à petite échelle, parce qu'il s'agit d'un village de 1300 habitants, mais on a une expérimentation de mettre en place des groupes qui impliquent directement les citoyens. On a dit tout à l'heure qu'un des grands problèmes de la démocratie, c'était d'être une démocratie d'éloignement. Et je crois que la démocratie, elle doit se réinventer aussi, doit être une démocratie de rapprochement. Et cette démocratie de rapprochement, eh bien, c'est ce qui s'essaie à Saillant et ce qui s'essaie aussi dans d'autres endroits pour impliquer les citoyens qui sont d'autant plus impliqués que dans un village de 1300 habitants, toute question publique est aussi une question personnelle. Mais alors, Maud Dugrand, comment ça marche au quotidien, Saillant? Est-ce que ça veut dire que c'est tout le monde qui prend des décisions sur tout? Non, bien entendu. Les 3 piliers lancés dès le départ, collégialité, participation et transparence. C'était un peu l'obsession des gens qui ont décidé de travailler ensemble. D'abord, ce que je veux dire, c'est que dans l'équipe qui travaille encore jusque pendant 2 mois, des gens ont réussi à travailler ensemble en étant extrêmement différents. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a passionnée. Mélange de néo-ruraux, d'habitants du lieu. À la fois des chercheurs à Bac+15, des tronches, comme disent des gens dans le village, mais aussi un agent de la DDE d'une famille depuis plusieurs générations, chasseur à ses heures, qui se retrouve à travailler avec des militants écolos, avec... voilà. Donc déjà, entre eux, ils sont arrivés à se supporter et à travailler ensemble. Alors, en utilisant des outils d'éducation populaire, ça a été vraiment quelque chose qu'ils ont mis en avant. Certains d'entre eux venaient de groupes, de structures, ils étaient armés, ils avaient des outils. Donc ça a été vraiment une première étonnante déjà, qui se supporte et qui ne démissionne pas dans les 6 ans. Et ensuite, donc, la participation, ça c'était évidemment le gros morceau. Au début, on leur a beaucoup reproché de demander l'avis de la population pour la couleur des pots de fleurs, par exemple. Donc ils se sont dit, au bout de 4 ans, eh bien, comme il faut réformer le PLU,
on va s'attaquer au PLU. Le plan local d'urbanisme. Voilà. Donc là, ils se sont dit, ça c'est super l'occasion d'utiliser la participation pour le PLU. Sauf qu'un plan local d'urbanisme, déjà, si vous voulez ne pas vous faire réélire, vous réformez le PLU. Mais alors en plus, quand vous prétendez essayer de convaincre les gens de venir se coltiner à des textes dont personne ne comprend rien, qui sont d'une technocratie totale. Et puis avec des intérêts personnels qui sont et voilà, et en plus, pas spontanément convergents. Tout à fait, l'intérêt particulier et l'intérêt collectif opposés. Alors c'est un suspense insoutenable, ils l'ont réformé le PLU ou pas? Oui, et ils ont fait un boulot de dingue. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un système de tirage au sort d'une douzaine de citoyens qui ont travaillé pendant 2 ans et qui étaient décisionnaires pour ensuite la rédaction du texte du PLU. Okay. Sur ces 12 citoyens, il y avait 4 élus et il y avait 8 citoyens qui ont été tirés au sort. Ensuite, ils se sont dit il faut être créatif pour arriver à convaincre les gens de venir. Donc, ils ont eu des tas d'idées, de propositions. Par exemple, des arpentages de territoire, donc avec des spécialistes de l'urbanisme, qui les emmenaient pour leur montrer quels seront les enjeux du PLU futur. Parce qu'un PLU, c'est l'avenir de votre village dans les 10-15 ans. Ils ont organisé des lectures de PLU le soir à la mairie pour essayer de comprendre les textes. Et se les dire, et échanger. Des cartes en 3D tous les dimanches devant l'église. Voilà, donc 400 donc personnes... ça a été une réussite. Mais dans votre livre, La Petite République... La participation a été une réussite. 400 personnes ont participé au moins à une réunion sur le PLU, ce qui est énorme sur une commune de 1300 habitants. Mais vous ne niez pas qu'il existe des problèmes, des conflits, bref, que tout ça n'a pas été, comme la rivière Drôme, une rivière tranquille. Tout à fait. Évidemment, d'abord, il faut savoir que c'est un village qui a été longtemps, sociologiquement, assez homogène. C'est-à-dire des agriculteurs, des ouvriers dans l'usine et des artisans. Ces dernières années, depuis les années 80-90, l'arrivée des nouvelles populations crée du frottement. Donc là, on est au-delà de la question de la démocratie ou démocratie participative. C'est le vivre ensemble, évidemment. Des frottements entre des populations. Alors, évidemment, les difficultés pour la participation, par exemple, c'est la question de l'accession à la parole. Évidemment, quand on vous dit « tu n'es pas content, mais viens le dire en réunion », ce n'est pas si simple de savoir s'exprimer en public, de s'exprimer devant ses voisins avec qui on espère pouvoir continuer à vivre et qu'on croise tous les jours, et de formuler une parole élaborée. Voilà. La démocratie participative, c'est bien souvent, Nicolas Bavrez, la distinction classique faite entre le démos et le kratos. Est-ce que pour vous, c'est ça justement qui pêche? Est-ce qu'il faudrait refonder un autre peuple, le démos, un autre pouvoir, le kratos? Je crois que les expériences de refondation du peuple, généralement, ça se termine pas très bien. Y compris dans les derniers épisodes au Venezuela ou ailleurs. Non, je crois que ce qu'on disait, c'est qu'il faut travailler sur des formes diverses qui permettent d'associer les gens aux décisions. C'est la première chose. Regardons dans les démocraties qui vont plutôt bien, il n'y a jamais de démocratie parfaite, mais par exemple la Suisse fonctionne plutôt bien et a réussi à garder cet ancrage local. Ensuite, c'est vrai que sur l'expression du suffrage universel, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Regardons le cas des États-Unis, c'est quand même un cas pathologique entre le rôle de l'argent, le système qui fait que, à travers ce système qui nous vient du 19e siècle, où c'était très compliqué de se transporter d'un bout à l'autre du continent, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour avoir un système où, en réalité, ce n'est pas du tout un homme, une voix. Et on sait que certains États comptent beaucoup plus que d'autres. Et puis, toute la dimension, bien sûr, ensuite, de l'inclusion. Et de l'inclusion, comme on a dit, évidemment, les inégalités économiques, mais les inégalités de statut. Tout ceci est très important. Et enfin, ce qui a joué vis-à-vis de ce qu'on a appelé le césarisme, c'est qu'il ne faut jamais oublier la sécurité et la protection. Et derrière le fait que cette grande peur des classes moyennes aujourd'hui, qui est la peur du déclassement, la peur de la mondialisation, la peur de l'immigration, la peur de l'islam, la peur de la Chine, c'est ça qu'il faut arriver à désarmer. Maud Dugrand, il y a effectivement des gens qui n'osent pas prendre la parole dans ce processus de démocratie quotidienne, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des critiques au modèle? Oui, certains dans le village n'hésitent pas à parler de bureaucratie participative, bien sûr, parce que évidemment, le système est très élaboré, très construit. Il faut savoir par exemple que le maire et la première adjointe fonctionnent en binôme.
Et tous les conseillers municipaux fonctionnent également en binôme. Alors, l'idée, c'était à la fois de lutter contre l'isolement, parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans les petites communes? C'est le maire et les premiers adjoints qui décident, et puis au bout de quelques années, les adjoints se sentent inutiles. Donc là, vraiment, ils ont voulu lutter contre l'isolement, mais aussi contre la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'un pouvoir, la collégialité, on va se la partager, vu que tout c'était complètement nouveau, on va céder à plusieurs. Votre question, c'était... Est-ce que l'on peut être contre ce modèle, indépendamment du fait de savoir si on y participe ou pas? Il y a des gens qui, effectivement, peuvent être velléitaires par rapport à leur volonté d'y participer, et puis il y a d'autres gens qui considèrent que, voilà, c'est pas une formule idéale, quoi. Oui, mais voilà, mais c'est compliqué aussi de comprendre, c'est complexe de comprendre aussi pourquoi il y a des freins à la participation. Parfois, certains disent mais non, c'est n'importe quoi, c'est trop bureaucratique, c'est trop compliqué. Là, on peut tout à fait imaginer aussi que cette complication-là est aussi pour des questions sociales. Mais il faut admettre que dans une démocratie, de toute façon, il faut du pluralisme, y compris quand on cherche une décision et d'avoir de nouvelles formes pour aboutir à une décision avec une majorité. Mais il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Simplement, il ne faut pas que ceux qui ont la majorité oppriment ceux qui sont en désaccord. Il ne faut pas que des minorités, notamment via les réseaux sociaux aujourd'hui, prennent le contrôle des décisions publiques contre la majorité. Pierre-Rose Envalon, votre point de vue, justement, après avoir entendu l'expérience municipale? Une des grandes vertus de la démocratie, c'est d'essayer de distinguer les malentendus des vraies divergences. On peut lever les malentendus, mais les divergences, elles peuvent rester. Il y a des divergences d'intérêts. La démocratie n'est pas le régime de l'unanimité. La démocratie, c'est le régime de la reconnaissance qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, qu'il peut y avoir des conflits de points de vue, mais on essaie que ces conflits soient bien distingués des malentendus qu'on peut éliminer. Et je crois que l'intérêt d'expérimentation à petite échelle, c'est justement de pouvoir conduire à une distinction de ces deux choses. Maud Dugrand, on ne va pas faire de politique fiction, on ne sait pas ce qui va se passer aux municipales prochaines, mais la liste actuelle se représente, je crois. Absolument. Beaucoup d'élus ne repartent pas et ont expliqué pourquoi, parce qu'évidemment, le temps, l'engagement, la question du temps est centrale dans cette histoire aussi, hein. C'est-à-dire que l'engagement total des élus... Ça prend beaucoup de temps. Voilà, et même pour les citoyens, le temps de la citoyenneté dans une société où le travail est encore, quand il faut que vous travaillez, que vous élevez vos mômes et que vous payez votre crédit, le temps d'aller aux réunions le soir, c'est pas simple, quoi. Mais bon, l'avenir, là, effectivement, il y a une équipe quand même qui continue, quelques élus qui continuent l'aventure, et puis il y a une opposition qui est née. Il y a maintenant... Qui est aussi une opposition participative? Alors voilà, qui ne remet pas en cause la question de la participation, qui disent on ne pourra pas revenir en arrière à Saillant, c'est pas possible. Parce que la chose publique irrigue le village, et depuis longtemps. Hein, c'est pas que depuis 2014, et ça je l'explique dans mon livre assez longuement. Mais voilà, il y a une opposition franche qui est née évidemment du PLU, hein, parce que ça a été le sujet. Le plan local d'urbanisme, je rappelle. Le plan local, le plume, voilà. Voilà, c'était beaucoup. Alors certains considéraient que ce PLU était beaucoup trop décroissant, écolo, allait vraiment. Il voulait densifier, évidemment. Ça, c'est la loi, hein, de toute façon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'étalement urbain, c'est fini. Hein. La loi impose, et tant mieux. On ne va quand même pas revenir en arrière. Mais voilà, du coup, c'est clivant. Mais moi, je trouve que c'est une bonne santé dans le village. Il y a quand même des villages qui ont du mal à recruter en ce moment pour créer des listes. Là, à Saillant, vous avez 2 listes qui sont en train de se constituer. C'est gage de bonne santé. Un dernier mot, Pierre-Rose Envalon. Oui, c'est certainement de bonne santé parce que la division oblige à l'explication. Maud Dugrand. La petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative aux éditions du Rouergue. Merci de nous avoir rendu visite. Et Pierre-Rose Envalon, Le siècle du populisme, histoire, théorie critique aux éditions du Seuil. Merci également d'être venu dans cette bibliothèque. Voici maintenant un reportage qui a été fait lors d'un salon du livre au Havre. Regardez. Du Havre, on connaît ses docks, son modernisme flamboyant à la Auguste Perret, mais moins son salon littéraire. Et pourtant, depuis 9 ans, le festival Le Goût des Autres accueille écrivains et éditeurs. Une ouverture qui tranche avec le repli sur soi prôné par le populisme. Un discours binaire, simpliste, qui n'est pas nouveau, selon l'auteur Christophe Onodibio. C'est le sujet de l'histoire de l'humanité. Dès le 5e siècle, on a ça. Aristophane, au 5e siècle, écrit une pièce très très drôle qui s'appelle Les Cavaliers, dans laquelle il s'en prend à un populiste de l'époque qui s'appelait Cléon. Mais en fait, il invente un personnage de vendeur de saucisses, un charcutier qu'on va chercher dans la rue. Et on lui dit, mais toi, tu vas devenir le chef.
Et le charcutier dit, mais j'ai aucune qualité pour être le chef. Si, parce que tu dois parler au peuple, et pour parler au peuple, il faut tout ce que tu as, la gouaille, le langage des halles, le langage de cuisine, et donc tu seras élu. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est une pièce qui parle déjà du populisme. Evelyne Maillot est une jeune auteure qui vit à Montréal, tout proche de l'Amérique de Donald Trump, dont elle ressent l'influence dans la société québécoise. Trudeau peut avoir l'air hyper sympa, faire des mesures qui sont contre les valeurs qu'il défend lui-même, mais va toujours être plus indulgent parce que c'est moins pire, c'est toujours moins pire que Trump. Et ça, je trouve ça très dangereux parce qu'on devient moins exigeant. Moi, j'ai entendu ça de chefs politiques chez moi sur des enjeux environnementaux. Ah non, mais moi, je suis pas d'accord avec cette étude. Mais les scientifiques ont travaillé là-dessus pendant des mois, mais toi, t'es juste pas d'accord. Et ça se vaut dans les médias, comme si c'était la même valeur. Et donc, moi, c'est ça, la dégradation de la pensée critique. Je la ressens, je trouve que c'est un des effets qui m'inquiète le plus. Quand Evelyne Maillot regrette la disparition d'une pensée critique, Nadia Bouraoui dénonce cette forme de tolérance qui s'est instaurée face à la violence du monde. Notre seuil d'acceptation, il s'est élargi, il s'est agrandi et j'ai l'impression que nous acceptons de plus en plus l'inacceptable. Ce n'est pas uniquement aux politiques de changer, c'est trop facile. Nous devons changer notre relation aux politiques, mais notre relation à notre prochain. Notre prochain n'est pas celui qui va menacer, c'est celui qui me ressemble. C'est celui que je dois envelopper s'il est dans le besoin et c'est celui qui doit m'apporter. Sa différence va m'enrichir. Dans son premier roman, Chronique d'une station-service, Alexandre Labruffe voit le monde défiler à travers les yeux d'un pompiste, veilleur d'une société absurde mais pas dénuée de poésie. Il est politique parce que il décrit une France effectivement qui se déglingue, mais avec humour et avec humanité. Et je voulais réenchanter tous les gens, en fait, peu importe de quel bord ils sont et peu importe qui ils sont, qui fréquentent ces stations-service. Et là où je m'amuse et je disais qu'il n'y avait rien de... Enfin, c'est mon pompiste qui disait qu'il n'y a rien de plus démocratique qu'une station-service. Quel est le dernier lieu de la démocratie ? Là, je m'amuse à dire que c'est la station-service. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un des seuls lieux encore où toutes les classes sociales se croisent. La station-service comme rempart au populisme, avec des écrivains unanimement inquiets, mais prêts à entrer en résistance. Plus que jamais, ils écriront. C'était un sujet de Marion Vigreux. Et maintenant, on va rejoindre Valérie Toragnan, la directrice de la revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie Toragnan. Bonjour. Je tiens précieusement mes exemplaires de la revue des Deux Mondes, mais vous n'avez pas seulement lu votre revue quand même, vous avez aussi lu Michel Onfray, Grandeur du petit peuple, c'est paru chez Albin Michel. Oui, alors je voulais vous parler de ce livre parce que bon, c'est évidemment un bazooka, une charge au bazooka, on connaît Michel Onfray, mais surtout ce qui m'a touchée, c'est que c'est un plaidoyer pour donner une dignité, une vérité à ce mouvement des Gilets jaunes et surtout à son origine, c'est-à-dire ces moments autour des ronds-points où ces classes populaires, ces classes moyennes étaient venues, non pas pour le grand soir et la révolution, pas du tout, elles voulaient des mesures extrêmement concrètes pour améliorer leur pouvoir d'achat. Alors on peut ne pas partager toute la grille de lecture de Michel Onfray et sa critique de l'État maastrichtien et ses têtes de turc obsessionnelles. Il n'empêche que je trouve que sa révolte est juste parce que ce qu'il dénonce, c'est ce consensus qui s'est créé d'une façon assez unanime, il y a des exceptions bien sûr, mais à un moment donné pour confondre progressivement ce peuple avec ses extrêmes. Et ces extrémistes qui sont ces casseurs, ces black blocs, ces haineux, enfin bref, confondent le peuple avec la population. Voilà, ce qu'il dénonce, c'est la diabolisation du mouvement. Il dénonce la diabolisation du mouvement. Alors il dit un propos raciste tenu par un gilet jaune, et c'est tout le mouvement des gilets jaunes qui est raciste, un propos homophobe, et c'est tout le mouvement qui est homophobe. Bon, il est bien évident, dit-il, qu'il faut avoir aucune tolérance sur le ce qui est raciste, ce qui est homophobe, antisémite ou phallocrate, je n'en oublie pas. Mais il dit en même temps, sur les millions d'électeurs de Macron, on a sûrement aussi des antisémites, des phallocrates, des misogynes, et personne, ça viendra à l'idée de personne d'aller dire qu'Emmanuel Macron lui-même l'est, ou que son mouvement En Marche l'est. Donc voilà, attention à cette diabolisation, à cette essentialisation quand on parle du peuple. Et puis vous voulez nous inviter également à relire Victor Hugo. Et oui, parce que qui mieux que notre grand Victor Hugo national pour parler du peuple, père de Cosette et Gavroche. On se replonge aux origines de ce peuple. Et
dans le 19e siècle, avec Les Misérables, qui est un peu le début et même la consécration de l'entrée en littérature du peuple avec un grand P. Alors, lisez Les Misérables ou relisez Les Misérables. L'enterrement du général Lamarque en 1832, c'est un véritable reportage des Gilets jaunes. Il y a le désarroi du pouvoir qui ne comprend pas ce qui se passe au début, l'incohérence des foules, la rancœur de la boutique, des petits commerçants qui baissent les rideaux et qui disent « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chienlit ?» L'idée qu'une émeute ratée peut servir le pouvoir, c'est spectaculaire à relire. Mais il y a un mouvement anti-Hugo en ce moment, dans l'air du temps. On dit voilà, Hugo, c'est aussi le papa du populisme, Valérie. Ouais, il a sacralisé le peuple, c'est à cause de lui qu'on en est là, quoi, presque. Alors moi, je voudrais dire oui et non, enfin, surtout non, parce que les misérables, ce ne sont pas les miséreux, ce sont aussi bien les victimes que les immondes. Prenons les Thénardier, ce sont des détrousseurs de cadavres sur le champ de bataille à Waterloo, ce sont les tortionnaires atroces de la petite Cosette. Et puis c'est aussi les parents de Gavroche, ce héros totalement lumineux qui va mourir sur les barricades. Hugo ne se fait pas d'illusions, contrairement à ce qu'on dit, sur le peuple. Les âmes lumineuses, elles côtoient les tas d'ordures. Et l'un ne va pas sans l'autre, et il a même cette phrase intéressante, « La canaille, c'est le peuple en gestation. La condition humaine, c'est l'alliance du meilleur et du pire. » Et si vous me le permettez, je voudrais lire quelques lignes de ces misérables. Il arrive quelquefois que même contre les principes, même contre la liberté, l'égalité et la fraternité, même contre le vote universel, du fond de ces angoisses, de ces découragements, de ces dénûments, de ces ignorances, de ces ténèbres, cette grande désespérée, la canaille, proteste et que la populace livre bataille au peuple. Mais il y a des grandeurs à côté des misères. La populace a plus d'une fois sauvé Rome et la canaille suivait Jésus-Christ. Merci d'avoir lu du Hugo ici dans cette bibliothèque du Sénat. Alors si vous le permettez, je vais montrer quand même la revue des Deux Mondes avec un hors-série Simenon qui lui aussi est un autre géant de la littérature. Et puis alors le dernier numéro, mais j'ai pas lu le titre. Ah si, c'est celui de février, voilà. Absolument. Greta Thunberg, tête à claque, qui est en vente enfant du siècle. Bah, voilà. Et une histoire de l'enfant. On parlera d'écologie. Une histoire de l'enfant. Aussi, à travers ce dossier que nous avons préparé, de la mort probable au triomphe malheureux. C'est une belle interview de Boris Cyrulnik. Merci beaucoup, Valérie Toragnan. Merci à vous. Voilà, après avoir évoqué Victor Hugo, après avoir évoqué l'imaginaire du 19e siècle, on va évoquer l'imaginaire du 21e avec vous, Diane Ducret. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La dictatrice, elle est le réveil de l'Occident chez Flammarion, c'est une dystopie. Vous expliquez dans ce roman qui s'ouvre en 2023 alors que l'Union européenne vient de s'effondrer la manière dont une femme nommée Aurore Henry, alors ça veut dire que ses initiales sont A et H, peut-être que ça rappelle quelqu'un, eh bien cette femme va accéder au pouvoir et devenir une dictatrice. Comment s'y prend-elle d'ailleurs pour prendre le pouvoir ? Elle s'y prend en étant portée tout simplement par la vindicte populaire. Alors ça fait un lien parfait avec Victor Hugo, puisque parfois le peuple sauve Rome, mais le peuple peut aussi brûler Rome parfois. Et d'ailleurs, elle utilise les mots de Victor Hugo, ceux de Ruy Blas, « Bon appétit, messieurs les ministres, vous qui pillez le genre humain », qui sont ceux d'un mouvement que j'ai imaginé il y a à peu près 2 ans, quand j'ai commencé à écrire ce livre, qui sont tristement dans l'actualité, puisqu'on est dans un contexte... ça peut effectivement faire penser à beaucoup de choses. Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce livre n'est pas... Il était dystopique dans son intention, mais il n'est pas dystopique dans sa réalité, puisqu'il part bien de notre présent, puisque j'y envisageais évidemment le Brexit, la séparation de tous les membres de l'Europe de manière unilatérale, la destruction des traités de Rome et de Maastricht, et un grand mouvement populaire qui va commencer à agiter les capitales d'Europe, de type gilet jaune, mais que je n'appelle pas évidemment comme cela, qui veut lutter contre tout d'abord... Et c'est en ça qu'elle va se joindre vraiment à cette ferveur populaire qui se sent flouée, flouée par les directives européennes décidées à Bruxelles, flouée par les inégalités croissantes, flouée par la radicalité de certains, par l'immigration, par ce que l'on donne aux autres en ayant l'impression qu'on nous ôte quelque chose, le pain de la bouche. Et bref, ce grand mouvement va atterrir tout simplement à Munich, à une manifestation durant laquelle, exaltée, pris d'un élan, cette femme qui était journaliste de guerre... C'est important d'ailleurs qu'elle soit journaliste parce qu'elle maîtrise les règles de la communication. Absolument, et c'est très intéressant pour la suite et pour sa prise de pouvoir. Surtout, un de ses convois a été victime d'un attentat en Irak, et donc... victime d'un traumatisme, en tout cas, elle a vu cette violence réservée aux zones de guerre arriver peu à peu en Europe, en Occident et surtout en France, tant dans les mots que dans les actes. Et elle va se saisir d'une pierre et la jeter sur le visage d'un des présidents
évidemment, de là, tout va aller très vite puisque, comme elle maîtrise les codes de la communication, son acte est filmé, il tourne en boucle sur les réseaux sociaux et ça suffit à la naissance d'une nouvelle idole, une idole de contestation, une idole de rébellion, celle qui nous comprend. Ça veut rien dire et ça veut tout dire de nos jours finalement. Le fait que ce soit une femme, Diane Ducret, que vous ayez choisi de mettre en scène, alors même que dans vos différents livres auparavant, vous vous êtes intéressé aux dictateurs et à leur épouse, le fait qu'aujourd'hui vous mettiez en scène une femme qui prendrait le pouvoir et deviendrait elle-même le symbole, l'incarnation du pouvoir totalitaire, qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses, ça change énormément de choses. D'abord, en effet, il y a 10 ans que j'ai écrit « Femme de dictateur », livre avec lequel je me suis fait connaître, et je me suis demandé 10 ans après qu'est-ce qu'elle serait devenue finalement. Et aujourd'hui, on n'en est plus à la femme de dictateur. Les femmes ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, il y a 9 femmes environ, je crois, qui dirigent des démocraties occidentales en Europe. Qu'est-ce que ça change, le pouvoir au féminin? Est-ce que le pouvoir a un sexe? Mais surtout, un jour, j'ai entendu dans un dîner que, oui, la femme est l'égale de l'homme, mais bon, enfin, elle pourrait jamais être un dictateur aussi violent qu'un homme. La femme, comme si finalement la femme était meilleure, la femme était plus douce, la femme apporterait quelque chose. Et d'ailleurs, il y a cet adage, le monde sera enfin en paix lorsque les femmes le gouverneront. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? En tout cas, je questionne. En tout cas, je questionne cette affirmation. Je me demande, en étant bien sûr, est-ce que cela change réellement quelque chose? Si l'on veut vraiment être féministe, on doit se dire que non, une femme peut être absolument l'égale d'une pire ordure et même d'un dictateur, avoir des velléités totalitaires au même titre qu'un homme. Bon, on a de toute façon différents exemples de leaders populistes qui sont des femmes. Alors, je ne pense même pas. On a déjà la réponse. Nicolas Bavrez. Evita Perón ou aujourd'hui Madame Cristina Kirchner, qui est revenue en Argentine par personne interposée. Et on a également des leaders politiques, je pense à Alice Weidel pour l'AfD en Allemagne, qui est une femme qui mais elle n'est pas encore au pouvoir. Non. C'est quand même une grande différence. Parce elle n'est pas au pouvoir, mais le fait effectivement qu'on puisse considérer qu'une femme est une manière d'adoucir. Et y compris des femmes à la tête de partis populistes ou extrémistes à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, j'allais dire, on en a des exemples et pas très loin de chez nous. Diane Ducret, le fait d'utiliser la forme du roman, puisque vous avez décidé de construire cette dystopie donc comme un récit, pourquoi l'avoir fait? Pourquoi avoir utilisé cette forme? C'est vrai que dans Femme de dictateur, qui était un essai historique, je racontais le passé peut-être de la dictature, et sous forme romanesque, j'ai eu envie d'en décrire son futur, c'est-à-dire finalement un peu son présent tel qu'il se dessine aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que ça permet d'abord beaucoup plus de liberté, ça permet un parallèle aussi avec le passé. Et oui, parce que vous avez assumé le parallèle avec Hitler, oui, et vous l'avez incarné dans l'époque contemporaine. Oui. Vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut nous arriver? Alors, sous cette forme exactement similaire, évidemment que non. L'eau ne passe pas 2 fois sous le même pont. Néanmoins, on retrouve certains éléments quand même assez dramatiques. La vraie différence, notamment avec ces femmes au pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est la naissance d'une idéologie. Jamais pour l'instant on a eu des femmes au pouvoir, et en effet très retors, mais jamais qui était à la base, qui donnait naissance à une idéologie totalitaire. Et là, dans ce livre, c'était vraiment important d'inventer. Si aujourd'hui on avait quelque chose, un État totalitaire, quelle serait son idéologie? Évidemment, ni le fascisme, ni le communisme, ni le nazisme. Et là, j'en ai inventé une nouvelle, basée sur le féminisme, sur l'écologie, sur l'harmonie parfaite, sur le bien décrété pour tous. Et c'était intéressant, oui, de montrer à quel point, justement, tout idéal, dès lors qu'il est porté au nu, avec force militaire, force de coercition et de radicalisation, même s'il veut le bien, peut amener la guerre. Nicolas Bavrez, c'est intéressant que dans l'imaginaire contemporain, il y ait comme cela la dictature qui ait pris tant de place. On a rappelé l'importance d'Orwell. Diane Ducret signe un roman sur la dictatrice, alors qu'il y aurait la possibilité de faire d'autres rapprochements, je ne sais pas, avec le 19e siècle, par exemple, le ventre mou du 19e siècle. Vous qui signez un Tocqueville. Je crois que la vraie grande question et le point commun, c'est que là où Tocqueville a tout à fait raison, c'est que la question décisive, c'est la liberté politique. Mais simplement, les tensions sont différentes. Donc, au XIXe siècle, ça a été le combat entre les sociétés d'Ancien Régime et la montée de la société démocratique, et puis le surplomb du césarisme avec l'expérience de Napoléon et de l'Empire français qui avait dominé l'Europe. Et tout le XIXe siècle a vécu dans la hantise de la répétition à la fois de ces guerres et de ce type d'expérience
Et ensuite, au XXe siècle, on l'a rappelé, ce qui est le modèle qui a été retenu, c'est la lutte entre la démocratie et les totalitarismes. Là encore, la liberté politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sous des formes, à mon avis, différentes, mais qu'on peut effectivement essayer de mettre en lumière par le roman, c'est bien de nouveau la liberté politique. Comme on l'a dit, avec deux types de démocratie, la démocratie libérale ou illibérale, et puis la démocratie avec aussi le djihadisme, la théocratie à l'iranienne, et de l'autre côté, les démocratures chinoises, russes ou turques. Donc la liberté politique, et c'est là où Tocqueville avait raison contre Marx, c'est que le premier problème, c'est pas le capitalisme et la lutte des classes, le premier problème, c'est la liberté politique, et elle est de nouveau, aujourd'hui, en risque. Les capitalistes, en tout cas les patrons d'industrie, ils sont favorables à votre dictatrice, Diane Ducret. Dans le livre, elle leur réserve un sort assez particulier. Évidemment, au début, tout comme ça s'est passé avec Hitler à sa sortie de prison, puisque c'est vrai qu'ils servent de marchepied. Absolument, voire même de financier, d'éducateur, même au sens politique, puisque, rappelons-le, dans le roman, évidemment, A.H., Aurore Henry, Adolf Hitler, on est 100 jours, jour pour jour, 100 ans, jour pour jour, après Adolf Hitler, dont elle est une sorte de double féminin. C'est-à-dire que vraiment, les dates de l'accession au pouvoir d'Hitler et sa progression, la progression du nazisme, sont exactement ceux d'Aurore Henry. Vous savez que parfois, j'ai reproduit certains discours d'Adolf Hitler auxquels je n'ai changé que quelques phrases. Malheureusement, dès lors que certains ont lu le livre, certains ont dit « Cette Aurore Henry, elle a tout compris, c'est ça qu'il nous faudrait aujourd'hui, elle a compris ce qui se passe. » Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à cheval entre le XXe siècle et le XIXe siècle, plus subtilement que sur Adolf Hitler. Il y a exactement, ça me fait très plaisir, les réflexions de notre ami, parce qu'il y a un côté très napoléonien, parce que c'est la hantise, en effet, dès lors, suite à une grande révolution libérale comme ça du peuple, une terreur. On se fait peur et donc on va aller trouver un homme providentiel ou une icône. Et donc elle va franchir les Alpes de manière très napoléonienne. Il y a quand même plusieurs symboles comme ça. Et là c'est le grand Napoléon, alors que vous pourrez goûter. Ouais. Votre Napoléon à vous, c'est le petit Napoléon, celui auquel Tocqueville est confronté, Nicolas Bavrez. Oui, mais Tocqueville, il a beaucoup réfléchi. Enfin, il condamne l'empire de Louis-Napoléon à cause, j'allais dire, du grand Napoléon, dont il reconnaît l'œuvre. C'est ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, l'intendant d'Ancien Régime et le préfet napoléonien se donnent la main au-dessus du gouffre béant de la Révolution, c'est-à-dire qu'on a un État qui est un État déjà très centralisé. En revanche, chez Napoléon, ce qui inquiète beaucoup Tocqueville, c'est la suppression des libertés. Et ce qu'il verra tout à fait arriver également chez Napoléon III, qui théorise d'emblée, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant chez Napoléon III, ce qu'on avait déjà, c'est à travers le plébiscite, le fait qu'il se présente comme l'homme-peuple contre les parlementaires qui ne représenteraient en réalité que des morceaux et qui ne représenteraient pas véritablement la nation. Bon, alors la seule chose qui nous manque maintenant, Diane Ducret, c'est une crise, en fait, puisque c'est la crise, la grande crise qui lui permet de devenir la dictatrice que vous dépeignez. Celle-là, je ne nous la souhaite pas, parce qu'en effet, suite au démantèlement de l'Europe, évidemment, on va avoir une crise énergétique clair, puisque les Russes vont arrêter l'avancement des gazoducs russes, les Arabes vont réserver leur pétrole à ceux qui peuvent payer, les pays occidentaux, européens en tout cas, ne peuvent plus payer. Étant interdépendants du point de vue de la nourriture, c'est donc la famine et la crise énergétique, et là-dessus, on a une grande crise climatique avec un hiver polaire, comme c'était le cas en 1929, et malheureusement, là-dessus, une crise économique qui arrive, à la faveur de laquelle Aurore Henry devient l'homme-peuple, justement, ou la femme-peuple. Diane Ducret, La dictatrice, elle est le réveil de l'Occident, c'est aux éditions Flammarion. Merci également Nicolas Bavrez. Le monde selon Tocqueville, combat pour la liberté, c'est aux éditions Taillandier. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro de Livrez-vous. J'embrasse Adèle Van Rett. À bientôt, à dans un mois, ici même. Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.